Faut-il investir dans la pépite dénichée par William Higgins, spécialisé dans le fret maritime? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Hog Autoliners, une entreprise, donc une action qui a fait un x10, voire plus en 3 ans. Donc elle profite du super cycle sur le fret maritime, évidemment. C'est un marché qui est très cyclique, mais pour l'instant, on ne voit pas le bas de cycle. Cette action, elle figure dans le fonds France d'indépendance AM, hein, donc Higgins en a parlé dans plusieurs émissions. Donc, on va regarder ce qui se passe en termes de variation du chiffre d'affaires. On va se mettre sur les 12 derniers mois en croissance en rythme annualisé. Là, ça commence à décroître un petit peu. Donc, forte explosion jusqu'en juin 2022. Après, ça ralentit un petit peu. Hop. Et là, on a bien ralenti sur les 12 derniers mois qui s'arrêtent à décembre 2024, mais ce ralentissement ralentit, sans le jeu de mots. La dérivée seconde de la décroissance est positive maintenant. Donc peut-être que on va revenir sur une phase de croissance sur cette entreprise, hein. Ce qu'elle fait, c'est le transport de véhicules par bateau, hein. Elle transporte des automobiles, des camions, etc. par bateau. Et elle est cotée en Norvège. Alors, les taux de marge. C'est beau, hein, ce qu'on voit ici. Les taux de marge sont en augmentation assez forte, hein, depuis le début de la cotation. Donc après ici, on a atteint le point haut en 2024, ça se stabilise un petit peu, mais ça reste bien, hein, ça reste assez solide. Un taux de marge brut à 51%, c'est quand même bien. Taux de marge des médias qui est pas si loin que ça, donc bonne efficience opérationnelle. Le taux de marge net est supérieur au taux de marge d'EBITDA, donc ça peut être grâce à des participations mises en équivalence. Il faut aller voir dans le tableau, dans le compte de résultat. Bon, ce qu'on voit ici, c'est assez bien, hein. On a une croissance sur la période, on a une croissance et en même temps une hausse des marges, c'est ce qu'on veut voir. Donc le management est qualitatif sur ce dossier. Ensuite, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Comme d'habitude, on va regarder ça. Je retrouve, hop, voilà. On a un petit décalage entre les free cash flow et les bénéfices nets, hein, de 10% quand même. Donc, est-ce qu'on a une dépense en capital plus élevée que les dépréciations amortissements? Non, c'est à peu près équivalent. Donc, par quoi on a été impacté? Peut-être par des other non-cash items. Non, ça c'est en négatif. Non, c'est en négatif. Donc oui, c'est ça. Ça impacte les free cash flow. Donc la différence vient d'ici. Il faut aller voir de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Mais bon, je pense qu'on peut pas utiliser le PER pour valoriser l'entreprise ou le price to free cash flow, c'est à peu près équivalent. Et si elle est endettée, on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. On continue avec la rentabilité opérationnelle. Excellent. En médiane, on est à 22%, on va dire. Et sur les 12 derniers mois glissants, à mars 2025, on est à 29%. Excellente rentabilité. La croissance, c'est pas à ce niveau-là, et plus à ce niveau-là, hein. Donc, en organique, on est beaucoup plus bas que ça. Donc là, on va permettre de dégager du flux, un flux assez exceptionnel, hein. On va dégager des free cash flow énormes, hein. On dégage déjà des free cash flow énormes d'ailleurs. Et après, à voir ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils font des acquisitions? Est-ce qu'ils se désendettent s'il y a de la dette? Ou est-ce qu'ils le rendent aux actionnaires? On va voir ça tout de suite. Mais avant, on regarde l'endettement. Eh bien, il y a un petit peu de dette quand même. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont endettés? Est-ce qu'ils ont fait des acquisitions? Non, il n'y en a pas à signaler ici. Donc, il faut clarifier ce point. Après, parfois, il y a des problèmes de données, hein, dans le logiciel. Donc, peut-être qu'il y a des acquisitions, mais elles ne sont simplement pas disponibles. Bon, on est endetté à moins d'une fois les bidas. De toute façon, c'est pas grand-chose, hein. Ça reste raisonnable. Et c'est 2 fois les free cash flow, un peu plus, légèrement plus. Très soutenable à ce niveau, pas de problème sur l'endettement. On regarde la rémunération des actionnaires. On a un rendement d'actionnaire colossal, à 36,4%. Bon, alors, on a un dividende de 571 millions sur les 12 mois glissants à mars, sur une market cap. Alors, elle est en dollars norvégiens, ça ne m'aide pas beaucoup, mais bon, on nous calcule un rendement d'actionnaire qui est à ce niveau et il n'y a pas de rachat d'actions ni de dilution si on zoome. Donc voilà, ça c'est le rendement du dividende, 36%. Est-ce que ça va être ce niveau-là ad vitam aeternam? Je ne le pense pas, hein. Le management sait très bien qu'il va y avoir un bas de cycle, que le cycle va se retourner et que donc ils ont rendu autant que possible du dividende, du cash aux actionnaires. Ça sera peut-être pas durable à ce niveau-là, mais peut-être qu'on aura un minimum de dividendes, hein, si on normalise un peu les free cash flow, si on se met sur 3 ans, mettons, et si on prend la médiane, on est à 444, mais bon, le cycle est en train de ralentir. On va dire que, allez, par contre, si on reste à 248, comme c'est indiqué ici, on va pas pouvoir verser 570 millions, hein. Donc, on va le diviser par 2. Ils pourront verser, allez, si on a 200 millions de free cash flow, pour être raisonnable, ils verseront 140 maxi, hein, 120.
allez, 100 millions, disons, 100 millions de free cash flow. Bon, ça fera un rendement de l'actionnaire qui est beaucoup plus bas, qui est 6 fois plus bas que ça, donc ça vous fera quand même du 5-6%, mais ça ne sera pas aussi énorme, hein. Donc attention au retournement du cycle sur le secteur. Pour l'instant, ça résiste bien. On regarde maintenant la valorisation. On va se mettre en VE sur EBITDA pour tenir compte de la dette. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est ridicule hein, comme valorisation. En absolu, on n'est pas du tout cher payé. En médiane, déjà, on est à 3,4. On a 10% de décote là-dessus par rapport au multiple actuel. C'est pas du tout cher payé. Hein. Après, si on regarde en price earning, 2,4. Bon, price free cash flow. Price free cash flow, 6,4 par contre, parce que les free cash flow commencent à baisser. Donc, regardez en tête. Bon, voilà. Autoliner, c'est pas cher payé. Hein, mais vous pouvez faire des. Vous voyez, hein, il y a eu un trou d'air au début du deuxième trimestre. Et très rapidement, on a repris 50%. Hein. Donc, c'est sportif, hein, ce dossier. Maintenant, la valorisation n'est pas du tout élevée. Donc, c'est peut-être un peu sportif, mais on a quand même une marge de sécurité. Donc, à partir de là, à vous de voir ce que vous voulez faire sur ce dossier. Vous pouvez le mettre en watchlist et vous pouvez aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.